Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait vu c'était quoi le NAT. Cette vidéo là, on a vu quelle était la différence entre les SNAT, la particularité des SNAT, la particularité également des PNAT, des PAT, la différence entre le DNAT, Destination NAT et les VIP. Donc aujourd'hui, dans cette autre vidéo, celle-ci, on va voir comment mettre en place dans les VIP. On a vu dans la précédente vidéo que les VIP, c'était une technologie qui était disponible, une fonctionnalité en fait qui est disponible dans les PAF FortiGate qui permettent par exemple de donner accès à une ressource d'un réseau interne à un ordinateur ou bien à un utilisateur qui est hors du réseau. Ça veut dire par exemple que dans le cas d'espèce, ce qu'on va faire, c'est que là, on a un diagramme dans lequel on a notre pare-feu qui est connecté par exemple au réseau qu'on va supposer pour la pratique. Ici, on va supposer que ce côté-ci, c'est le côté Internet. Donc, le réseau 192.168.2.0, c'est le côté Internet. Et puis, l'autre secteur, du moins l'autre côté, 176.16.1.0, ça, ce sera donc ce qu'on va considérer comme le réseau local. Donc, l'objectif ici étant de permettre, par exemple, à un utilisateur qui est sur Internet d'accéder, par exemple, à nos serveurs qui sont à l'intérieur de notre réseau local. Donc, ici, on aura, par exemple, un serveur web qui tourne ici sur la 176.16.1.21 et un serveur mail qui tourne également sur la 176.16.1.22. On va permettre à cet utilisateur externe donc, de pouvoir accéder à ces serveurs-ci-là en passant donc par les VIP, du moins par la fonctionnalité de VIP que nous allons configurer sur le firewall. Donc, ici, rapidement, pour checker, déjà, on va se connecter ici sur le test PC2 qui est sur le même sous-réseau que notre réseau local. Donc, on va se connecter dessus et puis on va entrer les adresses de ces différents serveurs-ci là. Donc, 176.16.1.21. Là, on tombe sur le portail donc, du serveur web que nous avons configuré pour cette pratique. Et puis, nous avons également 176.16.1.22 qui est donc ici notre serveur de messagerie. Donc, ces deux serveurs-ci, les voici qui sont accessibles. Par contre, pour un PC qui est en externe, qui est sur Internet, naturellement, si on est sur Internet, ça veut dire qu'on ne pourra donc pas accéder aux serveurs qui sont en interne. Ça veut dire 176.16.1.21. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas derrière quel paf sur Internet est-ce que ce sous-réseau se cache. Donc, il ne sait pas 176.16.1.22. Donc, ça également, il ne sait pas. Donc, par contre, il connaît quand même l'adresse IP de la passerelle, du moins l'adresse IP publique dans notre pare-feu. Donc, ce qu'on va faire donc ici, c'est de se connecter donc sur ce pare-feu et puis passer dans la configuration donc des VIP. Donc, comme on a vu ici, il n'y a aucune communication existante entre ce réseau et celui-ci. Les deux ne se connaissent pas. Donc ici, on va se connecter donc à notre pare-feu qui tourne sur la 292.168.2.79. Donc, c'est ça. On met les paramètres de connexion. On va appeler plus tard, plus tard. Donc, sur ce pare-feu, on va regarder rapidement sur réseau interface. Ici, les seules choses qui ont été faites jusqu'ici pour ce cas pratique, c'est sur le port 1, le port 1 qui est le port qui est connecté ici. Nous avons le réseau Internet, donc celui qui est connecté ici là sur le Remote Network port 1, directement là. Et puis on a sur le port 2, c'est l'interface port 2 sur lequel on a configuré dans notre serveur DHCP pour pouvoir adresser de façon dynamique les adresses, du moins les équipements qui sont sur ce compartiment. Donc, on peut également vérifier rapidement au niveau des politiques et objets.
On remarque par exemple que ici, pour les politiques objets, les politiques de pare-feu, il n'y a aucune politique de pare-feu si ce n'est la politique de refus implicite qui est par défaut sur tous les routeurs. Et également, si on remonte un peu ici plus haut, on va sur les routes statiques, on verra qu'il n'y a aucune route statique qui est configurée. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune configuration qui est faite sur ce pare-feu pour permettre la communication entre ces deux sous-réseaux. Donc, ce qu'on va faire donc en premier, c'est de créer donc ce qu'on appelle les VIP. Donc, je reviens sur le pare-feu ici. Sous politique et objets, on va revenir un peu plus bas ici et puis voir le menu IP virtuel. Donc, sur les IP virtuels, on va créer dans notre première IP virtuel. Donc, IP virtuel, il faut donner un nom. Je vais appeler ceci, allons-y tout simplement, VIP. Juste pour le cadre de cette formation, on va appeler ça comme ça, VIP. Maintenant, interface. Alors, ces VIP vont provenir d'où? Donc, les VIP, si je reviens encore ici, l'objectif ici, c'est de s'assurer que les utilisateurs qui sont sur le réseau externe peuvent accéder au réseau local en passant par le port 1. Vu qu'ils ne savent pas, étant à l'extérieur, ils ne connaissent pas l'existence, ils ne savent pas quel est le sous-réseau qui existe de ce côté. Donc, tout ce qu'ils savent, c'est l'information qui est sur l'adresse IP publique de ce pare-feu. Donc, le VIP doit être configuré donc, sur le port 1. Donc, ici, on va dire que l'interface d'entrée, par exemple, c'est le Remote Network port 1. Ensuite, ici, pour le type, on va aller avec un NAT statique. Ça veut dire que, comme on a vu la dernière fois dans l'autre dernière vidéo, les VIP, c'est un type de NAT. Voilà, c'est un type de NAT. C'est pour ça qu'ici, on demande donc quel est le type de NAT que vous voulez utiliser. Est-ce que c'est un NAT statique ou bien c'est un NAT avec Fully Qualified Domain Name. Donc ça, on va commencer d'abord par le NAT statique. Donc l'objectif donc ici, c'est de faire la translation d'adresse IP, comme son nom l'indique. C'est ça l'objectif d'une translation d'adresse IP. Donc, il est question pour nous donc de mettre ici quelle est l'adresse IP ou la plage d'adresse IP externe qui doit être redirigée vers une plage d'adresse IP privée. Il est donc question pour nous donc de dire que les adresses IP externes que nous pouvons prendre à partir du sous-réseau externe que nous avons, nous allons préciser une plage d'adresse IP qui va être par exemple, rediriger vers ces deux serveurs-ci. Donc, pour faire simple, je vais réduire comme ça. Et puis ici, je vais dire, voilà, je grandis un peu. OK. Donc, ce que je vais dire donc ici, c'est que adresse IP, la plage d'adresse IP, je vais dire, ici par exemple, on est à 2.79. OK, je vais dire 192.168.2.80. Je vais commencer par une adresse. Je vais dire OK, on va de l'adresse IP 80. Si quelqu'un, par exemple, dans le réseau externe, met dans son navigateur 192.168.2.80, alors redirigeons cette adresse-là vers, par exemple, on va envoyer ça sur le serveur de messagerie qui est sur l'adresse 176.16.1.22. Maintenant, autre chose qu'on peut faire, étant donné que on a la possibilité de rediriger les numéros de port ici, ce qu'on va faire également, c'est prendre la redirection de port et de dire port mapping type, on reste sur le one-to-one. Donc ici, quel est le numéro de port externe? Ça veut dire que je vais préciser par exemple qu'en plus de mettre cette adresse IP ici, il faudra que la personne précise une adresse, du moins un numéro de port. On va dire ici 80, 90. Donc, si quelqu'un met la 192.168.2.80 et il ajoute le numéro de port 80-90, alors on le redirige sur notre réseau local vers le serveur qui a l'adresse 176.16.1.22 et qui répond sur le service qui répond au port 80.
Donc voilà comment on définit dans notre VIP. Alors il faut tenir compte du fait que l'adresse IP publique que nous utilisons ici, nous avons ici sur notre firewall une adresse IP qui est la 192.168.2.79. Mais ici, dans notre IP virtuel, nous utilisons la 2.80. Mais on utilise ici la 2.80 parce qu'on suppose pour notre simulation ici que nous avons des adresses IP publiques qui vont de 2.79 par exemple jusqu'à 2.84. Ça se fait que idéalement, on n'aimerait pas utiliser notre adresse IP principale, donc celle qui est directement liée à notre interface publique. On va essayer d'utiliser donc une adresse, une des autres adresses de la plage d'adresses IP publique que nous disposons. C'est pour ça que on a préféré commencer ici donc par la 2.80. Par contre, si dans votre environnement, vous avez une seule adresse IP publique, alors pour votre VIP, du moins pour votre IP virtuel, vous êtes obligé donc d'utiliser l'adresse IP publique, la seule adresse IP publique que vous avez, parce que ce n'est que cette adresse IP publique là qui est liée à votre pare-feu et qui saura comment accéder pour aller dans le réseau privé, dans votre réseau local. Donc c'est très important de faire cette précision là pour qu'on puisse comprendre pourquoi on parle de 2 points. Sur l'interface, nous avons 2.79, mais sur le VIP, on utilise 2.80. On peut appeler ça par exemple VIP mail server. Voilà, on va appeler ça comme ça. VIP pour le mail server pour que ça soit plus compréhensif. Donc, je fais comme ça et puis j'ai dit OK. Donc, voilà, j'ai créé donc ma première adresse IP virtuelle. Ce que je vais faire actuellement, donc, c'est de créer donc une politique de pare-feu à partir de cette adresse IP virtuelle. Parce que là, j'ai juste créé la translation. Donc là, j'ai juste créé la translation et que si j'agrandis un peu et qu'on regarde un peu plus en détail, vous verrez donc ici, dans le détail ici, VIP Mail Server, prendre tout ce qui vient en 192.168.2.80 sur le port 80-90, l'envoyer sur 176.16.1.22 sur le port 80. Donc, on fait une transaction d'IP et de numéro de port. Voilà. L'étape suivante, donc, comme je dis, c'est de créer donc une politique de pare-feu sur cette adresse IP privée. Donc, ce que je fais dessus, c'est que je peux sélectionner, je fais clic droit. Donc, je peux sélectionner, je fais clic droit simplement et puis je fais créer une politique de pare-feu en utilisant donc cet objet. Donc, je vais sélectionner nom de la stratégie de sécurité. Je dis par exemple VIP pour serveur mail. VIP pour serveur mail. Donc, par défaut, l'adresse IP entrante est sélectionnée par défaut parce que c'est ça qui est renseigné dans la VIP que nous avons configurée. Donc, on a donc par défaut ici déjà l'interface entrante et puis on a la destination qui est le VIP que nous avons créé. Donc, tout ce qu'on a à compléter ici, c'est par exemple l'interface de sortie. Donc, les requêtes vont venir par le port 1 qui est le port connecté à Internet et ils vont sortir. Vu que nous sommes dans un DNAT, ce que nous sommes en train de faire, c'est une configuration de DNAT. Ça veut dire que notre réseau interne est désormais comme la destination. Ça veut dire que si c'est la destination, c'est donc le port 2 qui est le port de destination. Maintenant, la source. La source ici, c'est on veut que le trafic provienne d'un... Est-ce qu'on veut que le trafic provienne d'un sous-réseau particulier? Est-ce qu'on veut que le trafic vienne d'un réseau particulier sur Internet? On va supposer qu'on veut que ça vienne de partout. C'est-à-dire que peu importe le réseau, pour le réseau de provenance, nous, on va prendre la requête. Donc, on prend la requête sur l'interface entrante port 1, l'interface sortante port 2, la source, peu importe le sous-réseau sur Internet à partir duquel la requête arrive. La destination va être le VIP, l'adresse IP virtuelle que nous on a créé. Et puis le service en question ici, est-ce qu'on a
un service particulier qu'on veut rediriger. Ici, par défaut, on va aller sur All. Donc, on va dire que OK, tous les services, donc que ce soit un service HTTPS, DNS, FTP, pour l'instant, dans le cadre de cette vidéo pratique, on va aller avec All. Une fois qu'on a fait ceci, chose importante, donc c'est ici, Enable NAT. Étant donné que le VIP, c'est un type de NAT et que nous sommes en train de créer une stratégie de pare-feu qui est basée sur une règle de NAT que nous avons déjà créée, alors il ne sera plus donc utile pour nous de garder cette case-ci là cochée. Donc, on doit faire donc désactiver ici pour désactiver le NAT parce que le NAT, qui est la translation d'adresse IP, elle a déjà été effectuée ici. On a déjà dit dans cette VIP ici que faut rediriger les requêtes de telle adresse IP vers telle adresse. Donc, on a déjà fait le NAT lors de la création de l'IP virtuel. Donc, on désactive ici et puis je pense que là, on est bon. Donc, je fais OK. Donc là, on est bon. On a créé dans notre règle de pare-feu. Du moins, c'est notre règle de pare-feu. Ça veut dire qu'actuellement, si je reviens ici sur la règle de pare-feu, du moins sur l'adresse IP virtuelle, si je vais dans mon navigateur et que je mets l'adresse 192.168.2.80 et que je mets à la suite le numéro de port 8090, ça va me rediriger vers ce serveur-ci qui répond au port 80. Donc, pour ce fait, je viens donc sur mon réseau ici. Je vais faire le test à partir de ce poste-ci. Donc, je me connecte sur ce poste. Puis, je vais mettre dans la 292.168.2.80 auquel je vais ajouter le numéro de port 8090. Je fais entrer. Et là, vous voyez directement, il m'affiche dans le serveur de messagerie que voici. Donc, on est ici sur un équipement qui est sur Internet. Donc, à partir d'Internet, j'ai la possibilité d'accéder au réseau local. Vous remarquerez que j'ai pu accéder à ce réseau local en passant par l'adresse, du moins le VIP que j'ai créé sur le pare-feu. Donc, ici, vous remarquerez que par contre, comme je suis passé par le VIP, j'ai accès au serveur de messagerie et si j'ai mes informations de connexion, je peux bien me connecter. Par contre, toujours étant sur ce serveur distant, si je mets plutôt 176.16.1.22 et que je fais entrer, il ne sait pas quel est ce serveur-ci vu que ça c'est une adresse IP locale. Pourtant, on se retrouve sur Internet. Donc là, on a configuré comme ça la passerelle, du moins le VIP, pour permettre donc l'accès à distance à notre serveur de messagerie. Maintenant, qu'en est-il si jamais on veut, par exemple, en plus d'accéder au serveur de messagerie, on veut accéder également au serveur web? Voilà. Est-ce qu'il faut nécessairement créer un deuxième VIP? Est-ce qu'il faut, il y a une possibilité de combiner? Donc, on va revenir sur notre firewall, aller sur l'adresse IP virtuelle qu'on a créée. On va revenir ici, éditer. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire donc que, étant donné que les adresses IP sont côte à côte, c'est-à-dire que l'adresse IP de serveur web c'est 21, l'adresse IP de la messagerie c'est 22, on va donc venir ici, on va prendre, au lieu de mettre une seule adresse IP externe, on va mettre une plage. Donc, on va dire de 192.168.2.80 à 2.81. Et vous voyez automatiquement, lorsque j'ajoute la plage ici, ça m'ajoute également la possibilité d'étendre. Donc ici, je vais revenir en arrière à 21. Comme ça va me permettre donc, comme on a décidé ici par exemple pour le port forwarding du one-to-one, ça veut dire que également ici, l'adresse IP 192.168.2.80 sera redirigée vers la 176.16.1.21 et
La 192.168.2.81 va être donc redirigée sur la 176.16.2.22 qui est l'autre serveur. Donc ici, je laisse la redirection de port exact de la même manière. Je ne vais pas toucher ici. Donc tout ce que je fais c'est OK. Donc normalement, à ce niveau, je devrais donc pouvoir me connecter ici et puis avoir accès à mon second serveur. Donc ce que je fais donc ici, c'est 192.168.2.81. Je fais 80-90, je fais entrer. Voilà, lui me met sur le serveur de messagerie. Et par contre, ici, si je reviens, il revient juste actualiser ici, il me met sur le site web. Donc voilà, tout est fonctionnel à présent. Donc on a le port, l'adresse IP 192.168.2.80 avec le port 80-90 qui me met bien sur le site web, qui est le web server ici. Et on a la même adresse en 2.81 sur le même numéro de port qui me met cette fois-ci sur le serveur de messagerie. Donc les amis, voilà comment on configure donc les VIP sur un FortiGate afin d'autoriser par exemple l'accès à des utilisateurs externes, donc à nos ressources à l'intérieur. Donc les amis, restez scotchés. Si vous avez des préoccupations, laissez-les dans les commentaires. On se fera donc un plaisir de vous donner des réponses. Ciao.